Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Ces derniers mois, j'ai vécu des moments où j'ai accumulé finalement beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Fin d'année, là, je me sentais vraiment épuisée physiquement, moralement. Quelque chose que je n'avais pas vécu depuis très très longtemps. Je pense que je suis quelqu'un qui a une grande résilience, qui est capable de gérer beaucoup de choses en même temps. Mais vraiment, je sentais une fatigue mentale et physique très 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 importante. Et j'essaie de voir justement qu'est-ce qui m'amenait là, qu'est-ce que je devais peut-être mettre en place pour sortir de cet état et surtout pour pouvoir avancer sur mes projets, sur les choses que j'avais envie de lancer, etc. Je pense que ce qui m'a mis aussi dans cet état-là, c'était le fait de ne pas arriver à performer dans le sens d'arriver à aller au bout des choses que j'avais prévues à la base pour 2024, donc notamment mon accompagnement authentique. Et c'était comme une remise en question importante. Je me sentais vraiment pas alignée. C'était vraiment très difficile. Dans les choses que j'ai pu mettre en place, c'est d'abord relativiser, puis me dire en fait, c'est bon, là je me rends compte que j'ai pas l'espace, j'ai pas la disponibilité et la possibilité de faire ce que j'avais prévu de faire en 2024. J'ai vraiment besoin que telle ou telle chose vraiment importante soit faite avant, et notamment au niveau logistique, des choses qui doivent être mises en place pour que je puisse aller au bout de ce projet-là. Et des choses qui ne m'appartiennent pas en fait. Si on n'y est pas encore, finalement c'est pas du tout de mon fait, mais de l'organisation d'autres choses autour de nous, d'entrepreneurs, etc. Et avec ce contexte-là, je me suis mise aussi à réfléchir à, en fait, qu'est-ce que je peux déléguer, quelles sont les choses en fait que je ne peux plus tout le temps que moi faire, qui pourraient m'aider à gagner peut-être en confort, puis aussi peut-être que les choses pourraient être tellement mieux faites, tellement mieux suivies que si c'est moi qui le gère sur un bout de table entre les facturations de la maison de naissance, les miennes, la gestion de l'éducation et de l'instruction de nos enfants, que ce soit les suivis de grossesse, etc. Enfin bref, tellement de choses où je me suis dit, il va falloir que j'apprenne à déléguer des choses. J'entame en plus un mandat un peu politique dans ma commune, parce que j'ai été candidate en fait aux élections de ma commune et il se trouve que j'ai eu un poste. Donc c'est encore quelque chose qui se rajoute à ma liste de casquettes. Et donc il était temps en fait vraiment que je me rende compte qu'il y avait des choses que je pouvais pas tout mener de front au risque de m'oublier. Et il y avait notamment l'organisation du salon de la maison de naissance, où la personne qui nous avait aidés pendant 2 ans nous avait clairement dit qu'elle ne voulait plus le faire, que elle nous aiderait pas cette année. Et en fait moi du coup je me retrouvais vraiment face à un mastodon en train de me dire comment est-ce je vais gérer ça, comment est-ce qu'on va gérer ça, et puis d'un seul coup je me suis dit en fait il faut qu'on trouve quelqu'un qu'on va payer pour faire le job que cette personne avait fait pour nous bénévolement, parce que en fait ça a de la valeur en fait tout le travail qu'elle avait fait, et voilà. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est d'abord retourner vers cette personne et lui demander si elle était ok en fait de reprendre, malgré le fait qu'elle avait dit qu'elle ne le referait pas, mais en mentionnant que cette fois-ci on voulait la payer. À mon grand soulagement, elle a dit oui, donc ce sera beaucoup plus facile que de réexpliquer tout le contexte et toute la manière de faire à une nouvelle personne. Mais du coup, ça m'a fait prendre conscience que comme moi avec mes projets, comme moi avec ma vie de maman, auto-entrepreneuse, etc., gérante de maison de naissance, podcasteuse et compagnie, ça m'a fait penser que comme moi, beaucoup de mamans essayent de tout gérer seules, surtout après la naissance de leur bébé, que ce soit le bébé, la maison, le travail, les enfants, parfois les aînés, etc. Mais vraiment à quel prix ? Même sans parler de la reprise du travail, mais
dans la période postpartum, moi je vois les femmes qui veulent tenir leur intérieur comme elles le faisaient avant, s'occuper de leur aîné si jamais il y en a un comme avant, un peu en niant les évidences et les besoins de leur tout petit et leurs besoins à elles. Elles se reposent pas ou très peu et elles fonctionnent à 100 000 à l'heure. Quand on essaye de tout faire tout seul, on s'épuise. On s'expose à des dépressions, du postpartum, des burn-out. Et pourtant, dans beaucoup d'autres cultures, on demande de l'aide. Et demander de l'aide, c'est une norme, c'est pas une exception. Finalement, pourquoi chez nous, c'est si difficile de déléguer et de demander de l'aide ? Pourquoi est-ce qu'on est devenu des sociétés aussi... avec des familles aussi isolées, avec vraiment juste le noyau, papa, maman, les enfants, et puis c'est tout. Moi, je me rends compte et je vois en fait que si on a autant de personnes qui ont beaucoup de difficultés en postpartum, et puis même dans leur parentalité, parce qu'on entend parler des burn-out parentales, mais est-ce que c'est pas justement lié au fait qu'on essaye de tout mener tout le temps de front ? Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'on est très isolé ? Moi, en tant que professionnelle, j'ai aussi dû apprendre à déléguer et j'ai compris que si je voulais continuer à aider les autres, il fallait que moi je sois en capacité de le faire. Et ça peut pas être possible si en fait je suis partout à tout faire toute seule. Ah, ça c'était une grande réflexion et finalement pour moi c'est une grande révélation. Une grande victoire parce que comme je vous en ai parlé dans le premier épisode de J'envoie, moi je suis du genre à foncer tête baissée et à avancer. Mais je laisse pas mal d'énergie en fait là-dedans et puis je crois que ça m'amène aussi parfois à moins m'investir dans quelque chose qui pourtant me tenait à cœur parce qu'en fait évidemment je peux pas être sur tous les fronts et je peux pas être partout parce que quand on est fatigué, épuisé, moi en fait j'en étais vraiment à me dire comment est-ce que je vais faire la semaine juste avant les vacances de Noël, je me souviens avoir dit à mon mari, en fait, pendant les vacances, il faut que tous les jours je fasse une sieste. Si je le fais pas, en fait, je serai pas capable de gérer la semaine suivante où je vais être de garde pendant 10 jours là. C'est vraiment pas possible. Mais finalement, dans l'organisation familiale aussi, j'ai beaucoup plus réfléchi aussi à l'instruction des enfants. Ce qui a amené finalement au retour de 3 de nos filles à l'école. Parce que, pareil, je pouvais pas tout mener de front et le fait d'instruire les enfants sur 4 niveaux différents, en plus d'être indépendante à titre complet, en plus de tout le reste, ça faisait beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup trop de temps et que je m'épuisais aussi là-dedans. Au départ, je voulais que tout le monde reprenne l'école. Et puis Rose m'a dit qu'elle voulait absolument pas. Enfin, elle était vraiment catégorique. Donc, ça change quand même la donne d'avoir juste elle, parce que c'est juste un niveau, que c'est une de mes filles qui est les plus bosseuses. Donc, je sais aussi que ça peut facilement avancer. Elle est capable aussi de travailler à côté de moi, pendant que moi, je travaille aussi à mon contenu, mon accompagnement, le suivi de mes patientes, etc. Donc, c'est pas aussi prenant que quand j'en ai 4, dont 2 petites de 5 et 3 ans, qui forcément ont un autre rythme et une autre manière de gérer et qui ont besoin de moi en tant que maman toute la journée. Voilà. Moi, je me suis rendu compte aussi qu'avec l'arrivée de nos enfants, il y avait une chose qu'on a mis en place après la naissance de Rose, c'est qu'on a commencé à avoir une aide ménagère. Et ça a été un grand soulagement pour moi, pour nous, parce que d'avoir quelqu'un de professionnel qui nettoyait notre maison une fois par semaine, avec une famille qui grandissait, etc., ça avait tellement de sens et c'était tellement important. Elle faisait notre maison de fond en comble, sur le temps où nous on aurait essayé de faire 2 pièces peut-être et on n'aurait jamais eu le résultat qu'elle avait elle. Et en plus, en fait, tout ce temps-là qu'on essayait de nettoyer notre maison, on n'était pas disponible pour nos enfants, parce qu'en plus à ce moment-là on travaillait tous les deux. Je veux dire, on travaille toujours tous les deux, mais je veux dire, on était tous les deux employés, nos enfants allaient à l'école, voilà, donc en fait ça avait du sens d'avoir des moments qualitatifs avec eux, et en fait les seuls moments où on était disponible pour s'occuper de notre maison, c'était aussi les seuls moments où on était disponible pour nos enfants, donc ça n'avait pas vraiment de sens. Donc voilà, moi je me dis que ce soit pour nous en tant que travailleurs, entrepreneurs, etc., il ne faut pas attendre finalement d'être tellement épuisé pour penser à demander
à chercher quelqu'un qui pourrait nous aider, parce que qu'est-ce qui me prend trop de temps finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui seront tellement plus capables, compétents pour faire ce que je pense que je devrais faire moi? Et la même chose s'applique aux mamans en postpartum. C'est le moment d'accepter de l'aide et de déléguer. Que ce soit un proche, une sage-femme, une doula, une aide ménagère, prioriser son bien-être. Un postpartum serein est essentiel pour l'équilibre de toute la famille. Par exemple, quand vous sortez de la maternité et qu'on vous dit que ça serait bien que vous ayez une sage-femme et que vous dites « Ouais, c'est bon, j'ai pas vraiment besoin d'une sage-femme ». Ben si, en fait, ça fait partie des choses auxquelles vous avez le droit. Demandez à avoir une sage-femme, cherchez à avoir une sage-femme, et je vous conseille même de ne pas attendre d'avoir accouché pour avoir une sage-femme, mais de chercher votre sage-femme en prénatal pour justement voir si ça correspond, si cette sage-femme correspond à vos besoins, si le contact se passe bien, parce que c'est quelqu'un qui va venir chez vous, qui va être dans votre intimité, qui va aller voir votre périnée, qui va regarder vos seins, etc. C'est pas n'importe qui, et ça a du sens aussi de se sentir à l'aise avec cette personne, et que cette personne réponde à vos besoins. Par exemple, si vous avez eu un allaitement qui a pas fonctionné pour votre premier, parce que l'accompagnement n'avait pas été optimal, etc., puis que là vous avez envie d'allaiter, mais choisissez une sage-femme qui accompagne vraiment bien les allaitements, peut-être que vous en avez entendu parler par votre voisine, votre copine, etc. Enfin, peut-être que vous avez été sur des groupes et que vous avez pu discuter de ça avec des mamans qui ont eu des problématiques d'allaitement et qui vous disent « Ah, moi j'ai travaillé avec telle personne, enfin j'ai telle personne qui est venue après mon accouchement et vraiment c'était une pépite, elle m'a vraiment bien aidée. » De nos jours, les communautés, on va pas se mentir, elles sont très souvent immatérielles, elles sont très souvent virtuelles. Les femmes se parlent entre elles sur des groupes Facebook, sur des communautés privées, etc. Donc, je pense que ça a du sens, parce que, à nouveau, comme on est fort isolé, ça donne cette sensation de communauté et ça permet quand même d'avoir des pistes de relais, des échanges. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans les difficultés. Je pense que ça, c'est aussi très 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 important. C'est pour ça que j'ai décidé, en tout cas, même avant le lancement de l'accompagnement authentique, donc de vous proposer une mini-communauté, en tout cas en ouvrant une page Facebook de grossesse, accouchement et parentalité authentique. Et si ça vous dit de faire partie des pionniers un peu de cette communauté, je vous invite à rejoindre cette page Facebook privée que je vous mets en lien dans la description, pour que justement on puisse avoir un espace d'échange, de sororité, de communauté, pour pouvoir justement parler peut-être des expériences qu'on peut vivre, des choses qu'on peut traverser, et des témoignages, parfois aussi des conseils, etc. Enfin bref, un espace aussi que j'ai envie d'animer et sur lequel j'ai envie d'être en relation avec vous, peut-être de manière un peu plus importante, en tout cas plus directe, parce que là il faut m'envoyer un message privé, il faut peut-être m'envoyer un email, etc. Mais on n'interagit que vous avec moi en direct. Mais avec ce groupe, vous pourrez aussi interagir entre vous, et je pense que ça a une valeur qui est vraiment hyper importante. Donc je pense qu'on va passer le cap et ouvrir cette petite communauté qui grandira, je l'espère, de grossesse, accouchement et parentalité authentique. Demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse, ça devrait faire partie de la normalité en postpartum. On devrait reconnaître en fait la valeur de ces petites aides, ces petites choses dont les familles ont réellement besoin. Aller chercher les enfants ou emmener les enfants à l'école. Sortir le chien, je me rappelle d'un couple d'amis qui, après l'arrivée de leur fille, était vraiment épuisés, fatigués, qui n'avaient même plus le temps d'aller promener leur chien. Et un des meilleurs cadeaux que pouvaient leur faire les gens autour d'eux, c'était de venir chercher le chien et de lui faire sa promenade. Ça semble tout bête, mais c'était tellement puissant, c'est tellement un beau cadeau à faire. Voilà. Les repas, ça je vous en parle à chaque fois, mais les repas, ça doit être la base. Si on vient voir un bébé en postpartum, on vient voir une famille en postpartum, on amène à manger, on amène quelque chose pour eux. C'est la base, c'est quelque chose qui va les aider à bien se nourrir, parce que sinon en postpartum, les gens, ils mangent pas très bien, alors que les mamans, elles ont besoin d'énormément d'énergie, de nutriments, elles se réparent, tout ce qui s'est passé à l'intérieur d'elles, elles cicatrisent, elles ont besoin de mettre en route un allaitement, donc elles ont besoin de nutriments, de bonnes choses. On va pas les nourrir juste avec du pain blanc et de la minérine et des tranches de saucisson, quoi. Hein.
Parce que finalement, en postpartum, à l'hôpital, c'est souvent des choses qui sont pas du tout qualitativement intéressantes pour nourrir les femmes. Donc vraiment, c'est hyper important. Enfin, prenez un instant aujourd'hui pour vous dire aussi que oser déléguer, oser demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse, et puis c'est quelque chose qui peut se préparer. Je vais vous remettre en lien dans la description le lien pour aller télécharger mes cartes postpartum, donc des cartes que vous pouvez utiliser avec vos proches pour justement montrer vos besoins, un peu pousser plus à ce que ce soit des services qu'on vous rende en postpartum et non pas qu'on vous offre un énième doudou, une énième tenue pour le bébé, etc. Parce que réellement ce dont vous avez besoin, c'est du lien. C'est de la logistique, c'est du soutien, parce que ça va vous aider à pouvoir être complètement disponible pour votre famille et pour votre bébé. C'est vraiment important. Finalement, qu'est-ce que vous pourriez vous déléguer ou confier à quelqu'un d'autre pour vous alléger? Est-ce que vous y avez réfléchi? Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour le nouvel épisode de Sage-Femme Authentique avec le défi J'envoie. Et d'ici là, portez-vous bien.